2024 était censé être l'année de la reprise. Mais pour qui? La poussée incessante de Poutine pour gonfler les rangs a fait de l'armée russe l'une des plus grandes du monde, avec 1,3 million de soldats actifs et 2 autres millions en réserve. Mais cette démonstration de force a eu un coût élevé sur le front intérieur russe, un coût que la Russie s'apprête à payer en sang. Pendant ce temps, Zelensky a gardé les plans de l'Ukraine pour la seconde moitié de 2024 enveloppés dans le secret, n'offrant que des indices cryptiques d'une stratégie en mouvement. Après des mois d'attente, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a finalement commencé à livrer des avions de chasse F-16 en juillet, suite à l'approbation par le Congrès d'un paquet d'aides de 60 milliards de dollars en avril. Le premier semestre, elle a été dédiée aux préparatifs de guerre, le second à son déclenchement. Et pourtant, malgré le nombre et les ressources écrasantes de la Russie, Poutine est au bord d'une défaite catastrophique. La Russie a redoublé d'efforts pour envahir et occuper l'Ukraine en mai 2024. Sur le papier, la Russie avait de nombreuses voies pour gagner la guerre. La Russie avait l'avantage du nombre de troupes grâce à des conscriptions incessantes et une population presque 2 fois supérieure à celle de l'Ukraine. Elle avait l'avantage matériel, étant peut-être le seul pays qui produisait les munitions que les chars et les batteries d'artillerie de l'époque soviétique utilisaient, et qui était l'équipement militaire principal des 2 côtés de la guerre. Le Congrès américain avait passé des mois à débattre de l'envoi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, doutant de l'utilité de financer la guerre. Malgré tout, la prétendue invasion estivale de la Russie a été un échec cuisant, possiblement dû au choix étrange du commandement militaire russe. Vous voyez ? À part la tentative initiale de Blitzkrieg pour atteindre Kiev depuis le nord, qui a été repoussée quelques mois après le début de l'invasion, la Russie a concentré la plupart de ses efforts sur l'occupation des points est et sud de l'Ukraine. L'ancien était une cible relativement évidente, la Russie ayant déjà annexé la Crimée il y a 10 ans et ayant une présence géopolitique beaucoup plus grande dans les régions ukrainiennes environnantes, pour commencer. Cet accord vise à empêcher l'Ukraine, important exportateur de céréales via la mer Noire, de pouvoir exporter des marchandises. En conséquence, la Russie a passé la majeure partie de 2023 à exercer une pression accrue sur le front est russo-ukrainien, occupant la région de Donetsk. L'objectif suivant de l'armée russe dans la région pour 2024 allait naturellement être la plus grande ville de la région, à savoir Pokrovsk. La ville de 60 000 habitants est le carrefour de transport entre le front de l'Est et le reste de l'Ukraine, dont la Russie essayait de capturer la ville dans le cadre de la campagne d'été de 2024, avait un sens d'une certaine manière. Cependant, ce qui s'est passé n'était rien de moins qu'un moment d'impulsivité. Au lieu de viser le front de l'Est, la principale force russe lors des campagnes de mai et juin était concentrée sur la ville du nord de Kharkiv. C'est la même ville, la même région qui était assiégée lors des premiers mois de l'invasion en 2022, et que les Ukrainiens ont repris en septembre de cette année-là. Par ailleurs, au lieu de progresser dans la région de Kharkiv avec des blindés et des chars appuyés par des tirs d'artillerie longue portée, la Russie a privilégié les tactiques d'infanterie. D'après les rapports dans la région, la Russie a utilisé des chars tortues bricolés, qui étaient des véhicules blindés maladroits, dans le but d'absorber autant de tirs ukrainiens que possible, et de donner plus de marge de manœuvre aux forces d'infanterie. Pour l'infanterie, les Russes ont opté pour des motos afin d'accroître la manœuvrabilité et la vitesse des troupes, par rapport aux blindés traditionnels. L'objectif de la campagne estivale semblait être de couvrir rapidement un maximum de terrain, en utilisant le moins possible l'armure lourde russe. Cela pourrait être dû à la pénurie généralisée de chars que la Russie pourrait allouer initialement à la campagne. En 2023, il est devenu évident que la Russie manquait d'armure moderne. Le char de combat le plus moderne de la Russie était le T-90, une version améliorée de l'ancien T-72 fabriqué à l'époque soviétique. Néanmoins, l'Ukraine a pu contrer les T-90 grâce aux chars fournis par l'Occident et en ciblant la faiblesse majeure sous le châssis, le chargeur automatique. Le T-90 et le T-72 utilisent un système de chargement automatique, mais stockent aussi des munitions sensibles sous la tourelle, contrairement aux chars occidentaux. Si une explosion, telle que celle délivrée par une mine ou un drone, dans lequel l'Ukraine est devenue de véritables experts, frappe la tourelle, il y a une chance que toutes les munitions stockées détonnent et anéantissent le char. En ne considérant que les chars plus anciens de l'époque soviétique, la Russie et l'Ukraine ont principalement utilisé des modèles comme les T-72, les T-62 et même les T-55 encore plus anciens.
Les sanctions occidentales ont empêché la Russie d'obtenir des équipements modernes, la contraignant à réutiliser des chars soviétiques pour la guerre. Malgré cela, la plupart des chars étaient déployés sur le front de l'Est. Cela a mené à une situation inhabituelle où la Russie a surtout employé des tactiques d'infanterie pour avancer dans la zone de Kharkiv. Lors des premières semaines de l'offensive d'été, la Russie a fait de légers progrès, gagnant une dizaine de miles en territoire ukrainien, mais sans s'approcher de Kharkiv. Les pertes accumulées par la Russie durant l'offensive estivale étaient stupéfiantes. Selon les renseignements ukrainiens, la force d'invasion comprenait entre 30 000 et 70 000 soldats, ce qui a entraîné une augmentation significative des pertes quotidiennes subies par la Russie. Ukrainska Pravda, un média qui suit les pertes quotidiennes, suggère que la Russie a perdu plus de 1200 soldats par jour sur tous les fronts pendant l'offensive estivale, au cours des mois de mai et juin, les mois les plus actifs sur le nouveau front de Kharkiv. La Russie a subi environ 70 000 pertes. C'est un coup significatif pour le moral déjà défaillant des Russes, et les tentatives d'augmenter le nombre de troupes, beaucoup comparant les tactiques russes à l'alimentation des soldats dans un hachoir à viande sans raison apparente. Quel était donc le but final de l'offensive d'été? Selon certains stratèges, la Russie était convaincue que les 30 000 soldats estimés seraient suffisants pour pénétrer en profondeur en Ukraine et capturer Kharkiv. Après tout, l'Ukraine elle-même a concentré ses efforts sur le renforcement du front Est. Il n'était donc pas hors de question de considérer que Kharkiv serait faiblement défendu en conséquence. Certains tacticiens pensent que l'offensive de Kharkiv servait de diversion. Son but était de faire croire à l'Ukraine que la Russie mettait la majeure partie de ses efforts à occuper Kharkiv, forçant l'armée ukrainienne à changer de cap et à reculer du front Est pour défendre la ville. De toute façon, la Russie prévoyait d'utiliser Kharkiv comme moyen pour atteindre une fin, cette fin étant de faire plus de progrès sur le front Est. Cependant, les Russes ont fini par tomber dans un piège massif. L'invasion mal équipée et mal planifiée de Kharkiv s'est soldée par un échec cuisant. Malgré des gains initiaux, la Russie n'a pas maintenu son élan, et l'Ukraine a renforcé la zone avec des revers minimaux sur le front de l'Est. L'armée russe a dû se retirer rapidement, permettant à l'Ukraine de récupérer les villages frontaliers occupés, et de proclamer la victoire dans cette bataille. Certes, la Russie a conquis environ 400 miles carrés à l'est, mais au prix de 70 000 soldats de lourdes pertes en chars et véhicules blindés, et Pokrovsk, la cible principale, reste relativement sûre. Rappelez-vous qu'au début de l'invasion estivale de la Russie, l'Ukraine n'avait pas encore reçu l'aide financière et militaire promise par le Congrès américain en avril. Après l'offensive d'été, l'argent et l'équipement ont progressivement commencé à arriver dans le pays. C'était au tour de l'Ukraine d'agir. Et donc nous arrivons au début d'août 2024, lorsque l'Ukraine a fait l'une des avancées les plus surprenantes mais efficaces des 18 derniers mois de guerre, l'invasion de Koursk. Sur le papier, la région de Koursk devrait avoir le même nombre de défenses du côté russe que Kharkiv du côté ukrainien. Les deux régions sont à la frontière entre les deux pays et ont donc un fort potentiel d'être utilisées comme partie du front nord dans la guerre. Cependant, l'Ukraine est entrée avec un contingent beaucoup plus petit, certains rapports suggérant environ seulement 1000 troupes, et a complètement balayé les défenses de la Russie dans la région. D'autres troupes ont rapidement suivi, créant une force d'invasion organisée mais mobile, qui pouvait occuper un village après l'autre sans établir de défense permanente. En somme, le succès ukrainien s'explique par quelques éléments clés. L'Ukraine a d'abord fourni une couverture et une pression plus efficace grâce à l'artillerie à Koursk. Les frappes ont ciblé les fortifications militaires clés et l'infrastructure qui pourrait servir à renforcer la zone avec davantage de troupes. Les images satellites de la région ont montré quelques ponts et routes vitaux détruits dans toute la région, coupant efficacement l'armée russe du continent. Deuxièmement, la Russie a largement surestimé l'efficacité de ses forces terrestres dans la région. Par conséquent, la majorité des troupes déployées dans la région de Koursk étaient de nouvelles recrues, avec seulement quelques semaines d'entraînement au combat, non destinées à combattre en première ligne. Ce qui s'est finalement passé avec les nouvelles troupes, c'est une vague de Russes qui se sont rendus, alors que l'armée ukrainienne avançait de village en village au cours de la première semaine de l'invasion. Une prison ukrainienne, qui hébergeait des prisonniers de guerre, a signalé avoir traité 300 soldats russes capturés, dont plus de 80% étaient de nouvelles recrues. Des estimations suggèrent que le nombre de prisonniers pourrait augmenter de centaines en quelques semaines seulement. La Russie a aussi grandement minimisé l'importance et l'ampleur de la région de Koursk. Les premiers rapports, émis par le ministère russe de la Défense, suggéraient que l'armée envahissante ne comptait que 300 soldats. Le rapport suivant est même allé jusqu'à proclamer que les troupes ukrainiennes étaient activement repoussées par les troupes locales.
C'était un mensonge éhonté pour couvrir l'échec total de la machine de guerre russe à prendre en compte la simple possibilité que l'Ukraine gagnait soudainement du terrain. Peu après, des rapports plus précis des services de renseignement ukrainiens et occidentaux sont arrivés avec des enquêtes sur les véritables dommages causés dans la région de Koursk. Ils ont suggéré que l'invasion a causé entre 121 000 et 200 000 résidents de la région à être déplacés. Avec l'Ukraine qui a réussi à occuper des dizaines de villages et à avancer lentement vers le centre administratif de Koursk 3 semaines après l'incursion, la réponse russe est toujours incertaine. Pour la plupart, la Russie continue de minimiser l'effet de l'incursion de Koursk sur l'avancement réel de la guerre. L'artillerie du pays a réussi à ralentir les forces ukrainiennes et a jusqu'à présent empêché ces dernières de s'enfoncer plus profondément en territoire ennemi. De plus, la Russie s'est empressée de creuser des tranchées à environ 40 km à l'intérieur du territoire occupé. Cependant, il ne semble pas que ces tranchées seront utilisées comme position défensive par les Russes. Compte tenu des actions russes et de l'état de l'armée dans la région, l'Ukraine pourrait probablement prendre le contrôle de ces tranchées et les utiliser temporairement lors d'une contre-invasion prolongée de la Russie. Par ailleurs, la Russie a intensifié ses efforts sur le front de l'Est. Des rapports des 2 dernières semaines d'août 2024 suggèrent que les forces russes sont arrivées à 7 miles de la ville de Pokrovsk. Le gouvernement ukrainien a exhorté les habitants de la ville à évacuer, mais a rencontré des problèmes significatifs pour déplacer un grand nombre de civils si près des lignes de front renouvelées. La raison en est le manque total de considération de la Russie pour les civils ukrainiens. Même avant les dernières vagues de combat, l'armée russe a fait preuve d'une cruauté totale lorsqu'il s'agit de traiter avec les civils. Pendant la guerre, la Russie a souvent ciblé des zones civiles avec des missiles et des drones, obligeant l'Ukraine à investir et à demander des systèmes de défense anti-aériens, comme les Patriots américains. Les frappes aériennes russes se concentraient sur les hôpitaux ukrainiens, qui abritaient à la fois des victimes civiles et militaires, un acte qui est contraire à la Convention de Genève et au droit humanitaire international. En contraste, l'armée ukrainienne a fait des efforts pour minimiser les victimes civiles à Koursk, travaillant aux côtés d'organisations humanitaires internationales pour fournir de l'aide aux personnes qui sont restées dans la région. Les frappes aériennes ukrainiennes ont principalement ciblé les renforts et infrastructures militaires, entravant la capacité de la Russie à renforcer la région. De plus, selon le ministère des Affaires étrangères ukrainien, l'Ukraine n'a montré aucun objectif à long terme pour contrôler la zone occupée lors de l'incursion à Koursk. Ceci est contraire aux efforts persistants de la Russie pour annexer des parties de l'Ukraine, essayant de revendiquer la région de Donetsk. Le président Zelensky a proposé de présenter un plan aux États-Unis, qui décrit les termes d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. L'invasion de Koursk vise donc à démentir le récit selon lequel l'Ukraine n'est pas encore prête à céder à la Russie, et continuera à passer à l'offensive. Ainsi, l'Ukraine peut obtenir un avantage notable sur la Russie. Premièrement, l'ampleur de l'invasion à Koursk démontre ce que l'Ukraine peut accomplir en relativement peu de temps, avec un accès limité aux ressources occidentales. Alors que la Russie a réussi à occuper environ 400 miles carrés de terre ukrainienne entre janvier et juillet 2024, l'Ukraine détient actuellement environ 500 miles carrés du territoire de l'oblast de Koursk, tous acquis en l'espace de 3 semaines. Cela donne à Zelensky l'assurance pour demander plus de ressources, notamment des missiles à longue portée, des avions de chasse et de l'artillerie, permettant à l'Ukraine de pénétrer davantage en Russie, en progressant sur le nouveau front de Koursk. Cela permettra à l'Ukraine de forcer la Russie à reculer du front de l'Est, et à repenser si Koursk est une partie sans importance de la guerre plus large. De plus, l'allocation récente d'aide se présente principalement sous la forme de munitions et de missiles anti-aériens, qui ont constamment donné des résultats positifs sur le front de l'Est durant l'invasion de Koursk. L'une des attaques russes les plus récentes sur le front de l'Est a été une frappe aérienne dévastatrice, avec 127 missiles et 109 drones lancés, selon un rapport d'Al Jazeera. Les défenses aériennes de l'Ukraine ont réussi à abattre 102 missiles et 99 drones, réduisant considérablement les dégâts que la Russie pourrait infliger aux complexes militaires, aux infrastructures et même aux zones civiles ukrainiennes. La Russie est devenue plus audacieuse dans le choix de ses cibles militaires, un drone ayant frappé un barrage à proximité de Kiev. Le barrage a subi des dégâts mineurs, mais est resté intact, montrant que la Russie ne se relâchera pas jusqu'à dominer totalement l'Ukraine. L'incursion actuelle de Koursk offre une solution à double volet à ce problème. Premièrement, l'Ukraine a également commencé à intensifier ses attaques de drones, étant donné que le pays a beaucoup investi dans la création d'une industrie de drones militaires domestiques et a reçu des missiles à longue portée de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
La portée effective actuelle des drones ukrainiens est estimée à environ 1100 miles de la frontière ukrainienne. En avançant en Russie, l'Ukraine peut se positionner favorablement pour lancer plus de frappes de précision directement sur Moscou. Jusqu'à présent, Moscou a été relativement épargné par la guerre. Les efforts de conscription visèrent de manière disproportionnée les zones rurales, surtout les minorités nationales de Russie. Une interview de Public Broadcasting Service News en 2023 suggérait que 6 des 10 régions ayant le plus haut taux de mortalité se trouvaient en Sibérie et en Extrême-Orient, et que les hommes de certaines minorités étaient jusqu'à 75 fois plus susceptibles de mourir de la guerre que les moscovites. En revanche, Moscou a connu une fuite significative des cerveaux dans les premiers mois de la guerre, avec environ 900 000 Russes qui ont quitté le pays à la fin de 2022. Beaucoup d'entre eux, majoritairement des ouvriers qualifiés, ont quitté la capitale, la privant de ceux qui s'opposent à la guerre. Si l'Ukraine parvient à exercer une pression militaire directe sur Moscou et à donner à la capitale une idée de ce que c'est que d'être dans une guerre active, il est fort probable que le sentiment public sur la guerre changera. Même dans le régime autoritaire de Poutine, cela pourrait provoquer un changement idéologique interne significatif, entraînant des conséquences sur la direction du pays et les relations géopolitiques. Mais revenons à la deuxième raison pour laquelle l'invasion de Koursk par l'Ukraine peut résoudre ses problèmes de défense aérienne. La capacité de l'armée à résister aux frappes aériennes hostiles tout en avançant en territoire ennemi donne à Zelensky plus de poids pour demander directement du matériel militaire aux pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, principalement sous la forme de Patriots et d'autres systèmes de défense anti-aérienne. Ces éléments peuvent s'avérer vitaux si l'Ukraine veut maintenir son élan et faire pression sur la Russie sans subir de représailles aériennes. Et l'Ukraine a encore un atout dans sa manche pour la suprématie aérienne. Les F-16 sont arrivés. Après des mois d'entraînement, l'envoi de 65 F-16 par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été jugé prêt à prendre son envol au-dessus de l'Ukraine, piloté par des pilotes de chasse ukrainiens. Le F-16 est l'un des jets de combat les plus modernes du conflit. La Russie possède des Su-27 conçus pour contrer la menace du F-16, mais ont échoué dans cette tâche. L'ajout de F-16 vise à dégrader ce qui reste de l'espoir de la Russie de contrôler l'Ukraine via son espace aérien. C'est pourquoi Zelensky a également insisté pour demander encore plus de chasseurs pour défendre le pays. La victoire de l'armée ukrainienne à Koursk est un précurseur et un catalyseur de ce qui peut être réalisé dans le contexte plus large de la guerre. Mais pourquoi le contrôle de l'espace aérien est-il vital pour renverser le cours de la guerre? La réponse se trouve dans les menaces russes. En 2022, 2023, les efforts de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour mettre fin à la guerre en fournissant à l'Ukraine un équipement militaire avancé ont été contestés par la Russie. Poutine a souvent fait allusion à la possibilité qu'il y ait une ligne que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne peut pas franchir sous peine d'empiéter sur la souveraineté de la Russie, ce qui est assez riche compte tenu de l'objectif de l'opération militaire spéciale. La Russie a fréquemment utilisé sa réserve d'armes nucléaires pour empêcher l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de fournir un soutien total à l'Ukraine sous prétexte que l'Ukraine utiliserait les armes pour envahir la Russie à son tour. L'Ukraine a réussi à occuper une partie de la Russie au moment où cela s'est produit. La réponse russe a été de nier d'abord les allégations, puis de fabriquer des mensonges de plus en plus audacieux sur l'état de l'invasion, suivi d'une tentative à demi-cœur pour sécuriser la région de Koursk, tout en mettant la pression sur l'Ukraine sur le front est existant. Il est donc encore moins probable que la Russie utilise des armes nucléaires contre l'Ukraine et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La stratégie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord jusqu'à présent a été d'armer l'Ukraine juste assez pour qu'elle puisse prolonger la guerre, mais éviter de franchir les lignes rouges de la Russie pour ainsi dire. L'incursion de Koursk et l'absence de réponse nucléaire de la Russie pourraient bien donner à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord le feu vert pour approuver des plans plus ambitieux visant à fournir une aide plus complète à l'Ukraine. Cela veut dire que Poutine perd son levier contre l'Occident, et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord peut accroître la pression pour terminer la guerre en faveur de l'Ukraine. Cependant, il faut considérer un autre élément en discutant de l'économie durant ce conflit en cours. La Russie et l'Ukraine ont dû modifier considérablement le fonctionnement de leurs économies en temps de guerre. L'Ukraine utilise environ 350 milliards de dollars d'aide financière et militaire provenant de l'Europe et des États-Unis pour continuer à fonctionner. L'Ukraine avait précédemment souffert du contrôle de la mer Noire par la marine russe, une force militaire dont elle manque cruellement. Néanmoins, l'Ukraine a obtenu une autre victoire importante sur ce front, principalement grâce à la guerre des drones. À partir du printemps 2022, l'Ukraine a fait plusieurs tentatives pour créer des drones spécifiquement conçus pour la guerre en mer. Le drone Magura Fils 5 déployé en mer a été conçu pour livrer une charge explosive en nageant plutôt qu'en volant.
Les premières démonstrations publiques des Magura 5 plus tard dans l'année ont endommagé le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire et un dragueur de mines. Encouragés par le succès, les Ukrainiens ont commencé à utiliser les drones de manière plus offensive et ont soutenu leurs attaques basées en mer, avec des frappes aériennes traditionnelles plus profondément dans le territoire russe pour couper l'accès à la mer Noire. Le résultat a été 26 navires coulés ou endommagés dans la flotte russe, forçant la Russie à se retirer de Sébastopol en octobre 2023. L'Ukraine a pu rouvrir d'anciennes routes commerciales maritimes et exporter via la mer Noire. En août 2024, Ukrainska Pravda a rapporté que le corridor de la mer Noire, rouvert, avait été utilisé par 2300 navires au cours de l'année écoulée, et que les exportations de céréales commençaient lentement à atteindre les chiffres d'avant-guerre. Cela implique que le pays ne doit pas seulement compter sur l'aide financière pour relancer son économie. Cependant, l'économie russe est devenue plus isolationniste que jamais. Suite à l'invasion, l'Union européenne a cessé d'importer du pétrole et du gaz russe. En réponse, la Russie a dû trouver de nouveaux clients comme la Chine et l'Inde. Mais l'accord avec la Chine comporte des réserves significatives. Le prix du gaz naturel devait être environ la moitié de ce que la Russie recevait sur le marché occidental, restreignant ses options pour générer des revenus de la vente de ressources naturelles. Les États-Unis ont aussi imposé d'importantes sanctions économiques à la Russie, l'empêchant de commercer avec les dollars ou d'obtenir toute technologie ou équipement pouvant être considéré comme à usage militaire. L'effet à court terme des changements commerciaux radicaux a été que la Chine et la Russie ont atteint un volume commercial record de plus de 240 milliards de dollars en 2023. Cependant, même cela ne semble pas favoriser la Russie à long terme. Bien que le commerce total ait réussi à croître légèrement, le commerce du pétrole a en fait connu une baisse en 2024 jusqu'à présent par rapport à 2023, et les prix sont instables. De plus, l'économie russe est désormais entièrement dédiée au soutien de l'effort de guerre. Le budget de 2024 a alloué environ 39% des fonds gouvernementaux à l'armée et à la défense nationale, un chiffre stupéfiant comparé au reste du monde. La Russie a l'un des chiffres de dépenses militaires les plus élevés. En total et en pourcentage du produit intérieur brut, 6% comparé à 3,4% pour les États-Unis, 1,7% pour la Chine et 2,7% en moyenne pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela peut être attribué à l'essor du secteur énergétique du pays, en réponse à la forte dépendance de la Russie à l'exportation de pétrole et de gaz. Le secteur énergétique pourrait accentuer le déséquilibre des opportunités d'emploi pour les citoyens russes. Si l'énergie est plus lucrative que la fabrication ou l'agriculture, la Russie verra un changement significatif dans les entreprises énergétiques, gagnant des employés au détriment d'autres secteurs. Les nouvelles classes moyennes et supérieures stimuleront la demande dans les services, drainant à nouveau les secteurs industriels moins attrayants. Mais le processus ne peut perdurer que si le secteur énergétique poursuit sa croissance, ce qui n'est pas viable à long terme. De plus, la chute des autres secteurs obligera la Russie à dépendre de plus en plus des importations des pays voisins, typiquement la Chine ou les anciennes nations soviétiques, comme le Kazakhstan et la Biélorussie. En fin de compte, cela donne à la Chine un contrôle beaucoup plus grand de la géopolitique de la Russie que Poutine pourrait se sentir à l'aise. Si la Chine décide de mettre fin aux exportations russes à la suite des États-Unis, sous pression, l'économie russe pourrait entrer en récession, stoppant les ambitions militaristes du pays. Lorsque l'invasion a commencé, et au cours des 2 années suivantes, la Russie espérait utiliser son avantage en ressources pour épuiser les ressources de l'Ukraine, et gagner en labourant ce qui restait du pays lorsque l'armée de ce dernier a été anéantie. Toutefois, les récents événements à Koursk ont révélé la combativité persistante des Ukrainiens et la diminution de la menace de l'arsenal nucléaire russe pour le monde. Avec l'armée russe, qui se révèle de plus en plus désavantagée par rapport aux troupes ukrainiennes, renforcées par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'économie russe, soutenue par la Chine, est déjà au point de non-retour, et Poutine incapable de manipuler l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour qu'elle se retire. La Russie a pratiquement épuisé toutes ses options. Nous pourrions voir que les derniers mois de 2024 et le début de 2025 marquent la fin effective de la guerre russo-ukrainienne. Si cela se produit, Poutine n'aura probablement pas beaucoup de marge pour faire des demandes de paix, car elle sera imposée à la Russie, ce qui pourrait signifier la fin de ce pays. Que pensez-vous de l'invasion de Koursk par la Russie? Est-ce que cela signifie une victoire rapide de l'Ukraine, ou la guerre va-t-elle se prolonger pendant des années? Laissez vos commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé. Vérifiez maintenant, l'Ukraine gagne à nouveau la guerre, ou cliquez sur cette autre vidéo.